Ce week-end, on s'est réunis pour discuter des actions politiques à mener à l'échelle de la France avec le groupe EDEC. Et de ces discussions sont arrivées l'élaboration d'une vidéo discutant des rapports avec l'inspection et les inspecteurs que certains porteurs de projets d'école démocratique ont eu. Donc je me présente, je m'appelle Victor, je travaille à l'école Nicolas Testa. On a eu une première inspection durant la deuxième année avec portant uniquement sur le premier degré. Moi je suis Cindy de l'école Novagora à Strasbourg et on a eu une première inspection cette année, c'est notre deuxième année d'école et on avait rencontré les inspecteurs avant l'ouverture aussi. Voilà, on a eu 2 contacts avec eux. Moi c'est Ramin, donc cofondateur de l'école dynamique et du village de Pourgues. Donc moi j'ai eu un peu d'expérience avec une école démocratique qui a été inspectée, une école démocratique, donc l'école dynamique qui n'a pas été inspectée, et un groupe de familles qui font l'instruction en famille et qui ont été inspectées et qui ont eu des avis favorables. Donc je vais un peu m'inspirer de ces 3 expériences pour aussi transmettre quelques leçons que j'ai apprises de ces expériences. Du coup, quel a été ton premier rapport, Ramin, avec l'inspection ? Ok, je commence. Du coup, alors avec l'école dynamique, c'est simple. Ça fait 3 ans qu'on existe et on n'a pas du tout été inspecté. Et je pense que ça vient en grande partie du fait qu'on produit énormément d'informations sur l'école à travers nos vidéos et notre blog, et qu'on est très transparent et j'ai envie de dire très cash sur ce qu'on fait. Et je pense que l'inspection a dû pas vraiment voir l'intérêt en fait de venir nous voir pour qu'on leur raconte tout ce qu'on raconte déjà publiquement. Après, le premier rapport qu'on a eu avec l'inspection par contre en Ariège, celui-là était plus compliqué. Il y a une première inspection à laquelle j'ai assisté où j'étais assez étonné de voir à quel point les choix qu'on avait faits n'étaient pas pris en compte, pas respectés, et des commentaires du genre mais il apprendra jamais à lire, vous faites un pari éducatif extrêmement risqué, il ne pourra pas écrire une lettre à sa chérie quand il aura 20 ans, texto elle a dit ça. Donc un enfant de 10 ans qui entendait tout ça et surtout le moment où elle a dit il va se faire arnaquer dans la rue parce qu'il ne saura pas compter ses sous, et lui qui savait très bien compter ses sous il était là oh mais c'est pas vrai. Voilà, donc on a reçu ce genre d'accueil. Donc ça c'est un premier rapport dont je me souviendrai longtemps et qui m'a inspiré pas mal de choses pour la suite. Avec ce groupe de parents, ça nous a inspiré d'aller à l'inspection déjà avec un rapport qu'on a eu par courrier. Et ça, pour la deuxième année où ces familles ont été inspectées, ça a énormément aidé que chaque famille envoie un courrier préalable où ils expliquent très clairement en fait quel est le cadre dans lequel évolue l'enfant. Et ce qui a permis en fait finalement d'inverser ce rapport de pouvoir qui nous était vraiment défavorable en un rapport en fait qui nous était très favorable, et où c'est l'inspection qui a plutôt dû s'adapter à ce que nous on proposait comme cadre et qui voyait qu'on était impossible à convaincre de faire autrement et tout ça. Donc c'était vraiment le côté aussi zéro compromis dans les courriers qu'on a envoyés qui a vraiment joué en notre faveur. Et voilà, et du coup tous les enfants ont eu des avis favorables et ça s'est très bien passé par la suite, parce que justement l'inspection a vraiment eu lieu sur la base de notre terrain plutôt que du terrain du programme habituel. Moi, la première fois que j'ai rencontré notre inspectrice et notre inspecteur, c'était avant l'ouverture de l'école, puisque comme on est en Alsace, on a des lois différentes, donc c'est pas un régime déclaratif, mais on a besoin d'une autorisation pour ouvrir l'école. Et du coup, on les a rencontrés avant même que l'école soit ouverte, dans les locaux qui étaient en travaux, il n'y avait absolument rien dedans. Et ils sont tout de suite arrivés en nous disant qu'ils ne sont pas là pour juger de ce qu'on fait et qu'ils sont très bien renseignés sur notre choix en gros. J'ai même je leur ai demandé si j'avais besoin de leur expliquer ce qu'on fait. Ils ont dit non, c'est bon, on a tout regardé. Ils ont regardé le site internet, ils connaissaient le deck, ils ont parlé de toi, ils avaient vu la vidéo. Ils étaient renseignés sur nous, sur qui on est, d'où on vient, ils étaient extrêmement bien renseignés et ils ont dit que ils sont pas là pour juger de ça, ils sont là pour voir qu'on respecte bien nos obligations légales, etc. Et du coup ils étaient super réglo et neutres et cordiaux. Donc c'était un premier contact qui était bien, qui nous a mis en confiance pour la suite.
Et ils nous ont dit qu'ils viendraient du coup la première année et ils sont pas venus la première année. Donc on était un peu à pas trop savoir, comme l'école dynamique du coup n'a pas été inspectée, c'était un peu de... Est-ce que c'est parce que voilà, on est pareil, on est transparent et ils trouvent absolument tout ce qu'ils veulent sur nous sans même avoir à nous demander et du coup ça leur va et vu qu'on les avait déjà rencontrés ou bien finalement ils préparent un truc ou, enfin voilà. Et du coup pour être sûr de ça et parce que j'avais aussi des zones de flou et des questions, et moi je les ai sollicités en fait. J'ai envoyé un mail là au début d'année pour dire vous avez dit que vous viendriez l'année dernière et vous n'êtes pas venu. Est-ce que vous pensez venir cette année? Et si oui, ce serait cool d'avoir la date. Enfin, pas avec ces mots-là, mais voilà. Et le lendemain, j'ai eu le courrier officiel avec la date voilà, qui était 2 semaines après. Donc c'était super rassurant pour nous juste d'avoir la date et d'être dans l'état d'esprit inspection quand ils sont venus. C'était même pas pour préparer un truc incroyable, c'était juste pour être dans l'état d'esprit inspection. Voilà, du coup... T'as eu de la chance, ils nous ont pas prévenus. Et on leur a même demandé, en fait on les a appelés au début de la 2e année pour établir le contact, essayer de voir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, en quoi va consister l'inspection. Et au téléphone, on nous avait répondu qu'il s'agirait de évaluer ce que les élèves apprennent et comment ils l'apprennent. Et c'est tout. Ils sont restés dans ce flou-là. Ils étaient venus lors de la création, mais ils étaient en contact avec les cofondateurs pour valider le fait que le local soit bien aux normes et tout ça. Et courant décembre 2017, ils sont arrivés alors ils sont arrivés un mercredi, alors que mercredi c'est un des jours où il y a le plus de choix de jours facultatifs. Donc il y avait 5 membres ou 6 dans l'école avec une staff. Et la staff, désemparée à l'arrivée de ces 2 inspecteurs, nous a envoyé un message et en une demi-heure, tout le monde était là, quoi, des cofondateurs à tous les staffs, aux bénévoles pour 5 membres. Et du coup, c'était clairement un échange. En fait, plus les gens arrivaient, plus les inspecteurs changeaient d'attitude dans le positif, dans le sens où ils étaient très méprisants à l'arrivée quand ils ont vu une seule personne être là avec quasiment pas d'élèves dans l'école. Il est où le directeur, montrez-moi ses papiers. Et puis malheureusement, c'était pas celle qui était spécialisée dans les tâches administratives, donc elle savait pas vraiment où se trouvaient tous ces papiers. Et au compte-gouttes, on est arrivé et ils ont calmé en fait leur appréhension, leur caractère j'ai pas envie de dire méprisant, mais c'était plus le caractère du jugement en fait. À chaque explication, il y avait un petit rictus, mais bon, on est resté droit, ferme sur notre position, en expliquant la pédagogie, en démontrant, ici se trouve le registre du personnel, ici se trouve le registre des absences, le registre des présences, et ils nous ont posé la question sur les traces écrites. Ça, c'était un truc qui les chiffonnait, donc on a montré à 1 ou 2 classeurs, mais bon, c'était les débuts de l'archivage de jeunes. Et à l'issue de cette rencontre, on a reçu quelques recommandations pour être plus fixé sur la partie administrative et rien sur la pédagogie. Aucune recommandation sur la pédagogie. Alors peut-être que c'était le premier degré et qu'il ne s'occupait que de la partie administrative. Peut-être que la partie pédagogique va arriver avec le second degré, avec l'inspection du second degré, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est le débat sur cette question de la posture vis-à-vis des exigences pédagogiques que l'on doit avoir envers l'inspection. Qu'est-ce que a été relaté de votre côté concernant justement cet aspect pédagogique et les obligations académiques envers la pédagogie chez vous? Juste une question sur ton témoignage, est-ce que vous avez été plusieurs face aux inspecteurs du coup? Oui. Ok. Oui. On est arrivé au compte-gouttes et puis ils se sont entretenus avec moi pour les questions d'ordre administratif
parce que j'étais dans les papiers. Ensuite, ils se sont entretenus avec Florent Berthet, le cofondateur et directeur de l'établissement. Et puis on s'est assis autour de la table et à la fin c'est limite devenu une réunion de co-construction, quoi. Alors voilà, on vous donne des conseils pour améliorer tel type d'aspect sécuritaire au vu de l'encadrement de mineurs, on vous donne tel type de conseils pour en fait ça, pour vous protéger. En fait, ils nous donnaient des conseils pour nous protéger vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis des sorties autorisées avec les ados. Alors des fois ils allaient un petit peu loin en allant. Alors comme ça, vous autorisez les sorties tant que les parents autorisent. Donc si un enfant de 6 ans il autorise la sortie, vous le laisserez sortir. C'est un petit peu un non-lieu, enfin un non-sens. Enfin, des parents, même s'ils autorisent à sortir un enfant de 6 ans, on ira poser une question en leur demandant quand même, comment vous croyez. Enfin bref, on n'en est pas là parce que ça n'est jamais arrivé, mais voilà, ils ont tiré un petit peu le raisonnement à l'absurde, quoi. Donc revenons à la question du coup par rapport à l'aspect pédagogique, justement quelles ont été les exigences de l'inspection vis-à-vis de la pédagogie et comment est-ce que ça s'est traduit à travers divers documents, lettres envoyées ou réponses concrètes apportées. Vas-y, moi par exemple, effectivement, l'histoire des traces écrites, de la planification et du suivi des apprentissages, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu comme retour de diverses écoles démocratiques, comme quoi ça nous est demandé. Et c'est vrai qu'on est mis en difficulté face à cette question. Je ne sais pas par exemple si toi, tu as vécu ça, Cindy, et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais aussi beaucoup entendu autour des traces écrites qui ne nous ont pas du tout demandé, finalement. Après, nous, chaque jeune a un casier et un classeur où ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Et il y en a qui mettent absolument rien, il y en a qui mettent plein de choses. Et du coup, quand je leur ai parlé de ça, ils ont demandé à voir 2 classeurs, mais ils ont feuilleté vraiment vite fait. Enfin, ils ont regardé un dessin et c'était tout, quoi. Ça les intéressait vraiment pas. Ce qui les intéressait, par contre, ils sont restés très longtemps bloqués sur... on avait commencé à utiliser Athena et c'était super chronophage et on n'est pas trop à l'aise de faire, de faire ça numériquement. Du coup, on a développé un autre système qui est assez similaire, quoi, où il y en a une qui, chaque soir, relève un peu les activités qui ont été faites dans la journée de chacun. Et du coup, ça va dans leur classeur, donc c'est aussi pour eux... on s'est entendu avec eux que ça leur plaît aussi de savoir... dans 2 ans, ils sauront ce qu'ils ont fait cette année-là, etc. Du coup, on recense ça dans leur classeur et on a aussi décidé de faire une fois par trimestre une sorte de bilan des acquis sur la base du socle commun. Sans se concerter. Enfin, les jeunes sont au courant qu'on fait ça, mais ils peuvent ne pas le regarder du tout, prendre part à ça ou pas. En tout cas, c'est nous qui faisons ça. Et c'est sur ça en fait qu'ils sont restés bloqués. Ils ont ouvert les classeurs, ils ont regardé ça, il m'a posé une question du genre là je vois que vous mettez acquis pour parler anglais à l'oral, je sais pas quoi, comment vous pouvez savoir vraiment sans avoir fait d'évaluation que c'est acquis. Et alors je lui ai expliqué qu'elle jouait à des jeux vidéo en anglais et que du coup elle a appris l'anglais à travers les jeux vidéo et elle était là, ok, et je sais pas, il a noté des trucs mais... Si je peux rebondir juste sur ça, elle nous a conseillé justement on lui a posé la question comment on fait pour valider un acquis. Elle a dit, si l'une des inspectrices qui était là, une raison plutôt arbitraire, je ne sais pas, mais il faut que ce soit validé 3 fois dans l'année pour considérer que ce soit acquis. Enfin, il faut considérer que 3 fois dans l'année, il y a eu cette validation, cette observation que la compétence a été maîtrisée pour la considérer comme définitivement acquise. Pourquoi 3 ? Pourquoi pas 2, 5, 8 ? Donc voilà, c'est quelque chose de très flou aussi de leur côté, j'ai l'impression, quoi. Et sur ça, il n'y a rien d'officiel pour nous en tout cas. Parce que... En fait, l'objectif affiché du socle commun, c'était justement, même dans l'école publique, de sortir de la logique de tout le monde fait la même chose au même moment, de programmes déroulés de manière systématique, et de faire ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, et chacun progresse à son rythme, là où c'est pertinent qu'il progresse aujourd'hui. C'est visiblement impossible à faire pour une classe de 25 élèves du même âge, où il y a une problématique de classe à gérer, qui fait que faire de la différenciation à ce point, c'est vraiment difficile pour les profs. Et moi, ce que je connais de témoignages de plusieurs profs, c'est que cette fameuse validation d'acquis qu'ils faisaient à la fin de chaque trimestre, c'était complètement au pif, quoi. Et après, la question, c'est est-ce que...
face à un inspecteur, se comparer à l'école publique et pointer les lacunes de l'école publique et dire que nous, de toute façon, on essaye de se débrouiller pour faire au moins aussi bien ou on essaye parfois de faire un peu mieux. Est-ce que ce rapport-là, c'est quelque chose qu'on a forcément envie de vivre? Il y a différents sons de cloche, certains disent que non, c'est surtout pas à faire et tout. Moi, je pense que rentrer dans le débat, franchement, parfois ça vaut le coup parce qu'il y a des choses qui nous sont demandées qui sont clairement pas justes. Par exemple, cet enfant de 10 ans qui clairement, s'il était à l'école, il serait allé plus loin dans l'écriture. Et là, l'écriture, c'est pas quelque chose qui l'intéressait tant que ça. Donc, quand elle lui a fait faire un peu quelques exercices d'écriture, elle voyait qu'il n'était pas au niveau qu'il était censé être selon le programme de l'éducation nationale. Bah, justement, elle essayait de le comparer à une norme qui est celle du programme de l'éducation nationale. Et elle disait, oui, il est très en retard sur l'écrit. Ouais, moi je suis rentré dans le débat en fait, j'ai répondu en disant bah en fait comment ça se fait que les enfants de l'école publique ont le droit d'être en retard et que nous on n'a pas le droit d'être en retard et que du coup on nous demande de rescolariser un enfant ultimement parce qu'il est en retard, ça n'a pas de sens. Et du coup je ramenais sur toujours la règle de en fait vous êtes ici pour vérifier les moyens mis à disposition et pas pour vérifier le résultat. Et ça c'est un truc qui a besoin de faire et puis de aussi les ramener en fait, à leur réalité à eux aussi qui fait qu'ils peuvent pas... en fait, ils sont pas en mesure de nous demander ça et ils sont pas d'ailleurs en mesure de nous demander de nous donner des leçons vu les résultats qu'ils ont eux-mêmes, quoi. Et après, un autre truc sur lequel on peut jouer, j'ai l'impression, c'est que nous, on accueille quand même pas mal de décrocheurs ou d'enfants qui ont des besoins spéciaux, genre TDAH, 10, etc. Où l'éducation nationale est quand même assez désemparée pour s'en occuper. Et nous, ils viennent dans nos écoles et au moins ils retrouvent de la joie, du bien-être et puis ils font des choses qui leur correspondent. Et il y a l'argument comme quoi, de toute façon, enfin, il y en a qui étaient tellement phobiques de l'école que juste si on n'était pas là, ils n'auraient pas l'école du tout. Moi, quand je leur ai raconté l'histoire de plusieurs jeunes qui, en fait, avant d'arriver chez nous, étaient pendant 3 à 6 mois tout seuls chez eux à se morfondre et que nous, on leur a offert, on leur a donné un collectif. Là, clairement, je leur ai cloué le bec, quoi. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé 2 fois de raconter ça, et clairement, là, ils avaient rien à dire parce qu'il vaut toujours mieux que quelqu'un soit dans un groupe plutôt que d'être exclu, quoi. C'est ce qui a fait que les écoles démocratiques, même dans leur première année, qui ne sont pas encore totalement bien fixées sur tout l'aspect justement des réponses aux obligations pédagogiques, ont la légitimité d'exister face à l'inspection parce que elles accueillent des enfants déscolarisés et que justement ils revivent des moments sociaux. En gros, et nous on s'est basé aussi sur ce discours-là, de dire voilà, on est un canal qui permet de rescolariser si nécessaire les enfants déscolarisés. Et je crois que cette réflexion, en fait on a dit voilà, on s'est posé clairement la question à ce moment-là si on est d'accord en fait tous sur déontologiquement de créer une école à 2 vitesses, une école pour les décrocheurs qui iraient petit à petit reprendre le cursus classique et une complètement Sudbury avec tout ce qu'on connaît. Pour moi, en tout cas, c'était juste un discours de façade face à l'inspection tel qu'il est apparu ce premier jour-là sans prévenir, et donc on a trouvé une certaine légitimité à exister face à eux en disant ça. Mais je ne crois pas que ce soit le discours à tenir sur le long terme si on veut continuer à exister sur le long terme, quoi. Et j'ai senti aussi une sensibilité à ce que tu as dit c'est beaucoup mieux qu'il soit ici et qu'il soit bien que qu'il soit mal ailleurs ou en dehors du système totalement. Et en même temps, moi j'ai pas eu ce truc de ça leur a cloué le bec ou voilà, ils sont quand même revenus sur ok c'est cool, mais il n'y a pas que ça, il y a le droit à l'instruction et ils étaient vraiment super présents là-dessus en fait, sur pour eux les droits des enfants et essentiellement le droit à l'instruction. Et en fait il y avait 3 personnes et j'avais l'impression que même pour chacune de ces 3 personnes, c'était pas pareil pour chacun de ce que signifie le droit à l'instruction. Et du coup, il y en a un qui en est venu à me dire mais il y a aussi des cycles. Donc il y a le socle commun à atteindre à 16 ans, mais entre-temps, il y a aussi des cycles. Et je lui dis mais non, on n'est pas soumis aux cycles. Et du coup, ils étaient là. Ah oui, mais du coup, enfin, j'ai senti que de ce côté-là aussi, il y avait quelque chose de pas hyper clair. Et c'est là où nous, on a à être super au clair sur
nos droits et nos devoirs, parce que eux des fois ne le font pas totalement, vu qu'ils inspectent plein d'écoles différentes en fait. Et des fois j'ai senti aussi des petits flottements, ouais c'est vrai, ou même eux ils savaient plus trop sur ces choses-là. Tiens, d'ailleurs ça m'étonne ce que tu dis sur les cycles, parce que moi je pense qu'on est soumis au cycle. À 9, 12 et 15 ans, on est censé se référer en tout cas à ces objectifs de cycle, et on est censé mettre en place des choses pour qu'à 9 ans, à 12 ans et à 15 ans, ils arrivent à atteindre. Donc en fait, c'était depuis 2016, je pense, où ils ont effectivement réduit cette liberté totale qu'on avait dans le rythme. Et ouais, il y a maintenant un peu plus de cadre, et on est censé pouvoir répondre à ça. Mais toujours sans obligation de résultat. Et toujours sans obligation de résultat. En gros, de c'est ça. C'est en gros, qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça se passe. Et c'est là que, finalement, c'est ça que je voulais aborder, déjà, le socle commun est une interprétation du droit à l'instruction. Donc déjà, on peut le remettre en question et il y a des moyens de le faire. On peut en parler après, peut-être un peu. Mais après, le socle commun est d'ailleurs suffisamment vague. Enfin, c'est pas quelque chose qui dicte qu'à tel moment, ils doivent faire telle chose et tout ça. Ça, c'est le programme. Et le socle commun est suffisamment vague pour qu'en fait la discussion entre nous et l'inspection soit clairement une négociation assez ouverte, où nous on peut vraiment débattre de certaines choses. Et vu que tout est question d'interprétation, moi j'arriverai à argumenter que d'ailleurs n'importe quelle situation de la vie à chaque instant peut aller dans le sens d'accomplir un des objectifs du socle commun. Donc, et que nous on connaît suffisamment les enfants, ce qu'ils vivent et tout ça, pour voir qu'ils accomplissent tel et tel objectif. Et toute la philosophie de Athéna est basée là-dessus d'ailleurs. Et après, pour moi, il y a aussi une posture à avoir vis-à-vis des réserves qu'émettent des inspecteurs. Pour moi, les inspecteurs, ils n'ont pas le pouvoir de dire maintenant, vous devez plutôt faire ça et arrêter de faire ça. Je connais une école dont le conseil d'école, après un rapport d'inspection, s'est senti suffisamment, on va dire, avec une recommandation qui avait l'air d'être suffisamment ferme pour elle, de diminuer, en tout cas de ne pas permettre le libre accès aux écrans. Et en fait, le conseil d'école, principalement pour cet argument-là, a voté que les écrans, maintenant, ce sera que entre 16 et 17 heures tous les jours. Quelque chose comme ça, un truc hyper restrictif, quoi. Et pour moi, c'est clairement renier les fondamentaux de l'école, qu'on laisse libre accès à toutes les ressources éducatives possibles, y compris les écrans, évidemment, qui pour nous sont des ressources éducatives importantes. C'est aussi faire totalement confiance à l'enfant qu'il est en capacité de faire ses propres choix et d'utiliser les écrans en fait, autant qu'il pense être nécessaire dans sa vie. Et pour moi, en fait, une réserve de l'inspection, une recommandation qui est faite dans un rapport, l'attitude à avoir, c'est pas de s'y soumettre directement en disant tu es la figure du pouvoir et tout ce que tu me dis, je le prends et juste je l'accepte. Imaginez en fait dans quel truc on peut se retrouver où en fait eux après ils se sentent en position en fait de nous demander tout ce qu'ils veulent. Donc je pense que pour certains trucs qui vraiment remettent en cause des fondamentaux à ce point, je trouve qu'une école devrait avoir aussi le courage de parfois dire non et d'argumenter le non. Dire ok, ça et ça on va le faire parce que voilà, des questions de sécurité et tout ça on voit bien, ok, mais non, le libre accès aux écrans pour nous c'est hyper important que ce soit présent pour telle et telle raison et voilà pourquoi on le fera. On peut argumenter dès lors que c'est pas imposé par la loi. C'est ça. Et c'est ça, et du coup, montrez-moi le texte qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir libre accès aux écrans, et évidemment qu'il n'y a nulle part où c'est cadré, réglementé, à quel point les enfants devraient utiliser telle ou telle ressource. C'est complètement libre, et heureusement, et la liberté pédagogique, c'est un droit qui est... oui, il y a le droit à l'instruction, il y a la liberté pédagogique, et le droit en France va quand même vachement dans le sens de permettre une grande liberté pédagogique aux écoles, quoi. Donc je pense que ça, c'est un truc à défendre. Quand tu parles de ça, de remettre en question, au moment de l'inspection, du coup, d'avoir un débat, ou même en cas de mise en demeure, de dire non, je ne me soumettrai pas à ça. Moi, je pense que ça vaut le coup, même pendant l'inspection, d'avoir un débat, et ça m'est déjà arrivé pour une école dans laquelle j'étais présente à un moment donné, où c'était l'adjoint du DAZEN qui était là pour inspecter l'école, et c'était une inspection vachement basée sur les partis pris philosophiques de l'école aussi, donc il y avait vraiment... Il avait même posé le cadre que la discussion intellectuelle est ouverte, et je suis là pour ça. Et ouais, il avait tiqué sur la question du contenu des écrans, d'une inquiétude aussi du contenu auquel ils auront accès, qu'ils ne savaient pas dire quoi, donc moi j'ai commencé à essayer de cadrer davantage en disant mais c'est les fake news dont vous avez peur, les théories du complot, ou c'est le contenu violent et sexuel, c'est quoi exactement? En fait il ne savait pas dire, il avait juste une sorte d'idée en tête que les écrans c'est dangereux et qu'est-ce que vous faites, quoi. Et du coup on a expliqué les règles qui étaient mises en place dans l'école, on a expliqué comment est-ce qu'on met en place une sécurité, mais aussi pourquoi pour nous c'est hyper important que les enfants puissent librement consulter du contenu, y compris théorie de complot et compagnie, parce que justement ça permet ensuite, dans un lieu de démocratie où tous les sujets sont
sont possibles, de confronter leur théorie du complot aux autres et de se rendre compte d'ailleurs que c'est des balivernes, et puis voilà, et que la discussion soit possible pour justement canaliser aussi toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une chose, pour terminer cet entretien, que vous aimeriez partager avec les membres d'EDEC, porteurs de projet, concernant justement le sujet de l'inspection et ce qu'on a évoqué précédemment? Moi, je veux bien finir quand même sur cette question du débat parce que justement, mon inspection m'a fait changer d'avis là-dessus. Avant ça, je me disais que je voulais pas entrer dans un débat et juste répondre à leurs questions, et puis voilà, après ils partent et c'est fini pour un an et c'est bon, on n'en parle plus. Et juste après, et finalement, j'ai eu l'impression qu'ils me poussaient au débat, qu'ils me poussaient à des questions pour me pousser dans mes retranchements. Et sur le coup, je l'ai vécu de manière... je trouvais ça lourd et épuisant. Et juste après, du coup, je me suis dit que j'ai mal fait de rentrer là-dedans et il n'aurait vraiment pas dû faire ça. Et après, avec du recul, finalement, je me suis dit que si, ça vaut le coup de débattre à ce moment-là, tout ce que tu as dit là. Donc j'ai changé d'avis là-dessus. Et du coup, si je revenais en arrière et je me préparais à l'inspection, je me préparais à répondre aux questions et à débattre et à défendre notre position. Et pas juste à me dire c'est un truc dans l'année et puis après on n'en parle plus. Parce que c'est dommage finalement de faire de ce temps-là juste ça, juste après on n'en parle plus. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du débat, c'est clair, parce que si l'inspecteur juste déroule son vadémécum et que nous on répond comme des bons élèves à tout ce qu'il nous demande, en fait je pense qu'on est sur le terrain auquel il est habitué, celui des programmes scolaires, etc. Il va essayer d'interpréter l'école au maximum à travers son filtre à lui, alors que dans les débats intellectuels, on est plutôt bon et on a des super arguments pour défendre nos partis pris. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait, à aller là-dedans, parce que là, pour le coup, c'est inviter davantage l'inspecteur sur notre terrain, qui est celui, on va dire, du débat intellectuel. Et voilà. Et donc, est-ce que ça voudrait dire s'autoriser à remettre en cause, face à l'inspecteur, le socle commun, connaissances et compétences et de la culture? Moi, je pense pas à ce point en fait. Je pense que c'est pas vraiment le bon interlocuteur pour ça. Et remettre en cause le socle commun, c'est remettre en cause l'exercice même qu'ils viennent dans l'école et fassent une inspection et tout. Donc pour moi, une inspection doit se dérouler dans le cadre d'avoir des arguments béton pour expliquer comment ça se fait qu'en fait ils arrivent à acquérir dans nos écoles les compétences du socle, ou en tout cas qu'on a mis suffisamment de choses en place pour qu'ils puissent le faire, parce que c'est ça qu'on nous demande. Et du coup, remettre en question le socle commun lui-même, c'est un plan un peu plus long terme qui va se dérouler autrement, qui va se dérouler avec des... Je pense que ça va plutôt se passer du côté des familles que du côté des écoles. Des familles qui auront le courage de frontalement dire de toute façon ces inspections ne correspondent pas à notre mode éducatif et ils ne nous permettent pas un choix, une liberté suffisante dans notre manière d'éduquer leur enfant, ça nous enferme trop dans un schéma qui n'est pas le nôtre, et du coup on refuse de se plier à ça. Et du coup, va naître un débat, un dialogue sur si c'est pas le socle commun, c'est quoi alors? Et du coup, voilà, ça instaurera un débat entre l'individu, les citoyens et l'État, obligatoirement, vu que le citoyen n'a plus envie de se plier et il pratique ce qu'on appelle la désobéissance civile. Moi aussi, il y a d'autres choses dont je voulais parler. C'était une posture qui m'a servi pas mal de clarifier la procédure en fait. Ça veut dire de ne pas rester que sur le contenu de comment on fait et tout ça, mais aussi parfois de ramener le dialogue avec l'inspection sur des questions de procédure et les inviter à nous partager mais qu'est-ce qui se passe si on fait tel et tel choix. Par exemple, si on fait tel choix, ultimement, qu'est-ce qui va se passer en fait? Parce qu'il y a toujours ce flou qui plane du genre, en gros, les écoles ont peur d'être fermées et les familles ont peur qu'on les sépare de leurs enfants ultimement, quoi. On pense au scénario catastrophe ultime où le pouvoir vient et dit ça y est, tu n'as plus le droit de faire ça. Et en fait, je pense que ça vaut le coup parfois de poser la question très directement. Qu'est-ce qui vaudrait ultimement qu'il arrive telle ou telle conséquence, que ça finisse mal. Et en fait, en étudiant un peu le droit et les procédures, c'est plutôt rassurant parce que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense de fermer une école, et encore plus difficile évidemment de séparer un enfant de ses parents, et c'est quelque chose qu'ils ne feront jamais. J'ai une inspectrice qui m'a même dit texto, le pire que vous puissiez craindre, c'est de l'enquiquinement administratif, et jamais on séparera un enfant de ses parents pour des questions de pédagogie, quoi. Donc ce qui est assez sensé, évidemment. Et du coup, quelque part, dans la posture que j'ai eue, et je pense qu'il m'a été assez favorable par le passé, c'est de marquer en fait les limites, et qu'en gros, moi, je suis
clairement prêt à faire un choix avec lequel vous n'êtes pas d'accord, donc on est d'accord pour ne pas être d'accord, et moi je vais quand même faire mon choix, parce que c'est ancré dans une logique intellectuelle qui pour moi n'est pas négociable, et voilà, je suis plus que tout à fait convaincu. légal. Et qui est légal, en plus, il n'y a rien qui me prouve que j'ai pas le droit de faire ça, etc. Et, ensuite, je pose directement la question, quelle est la conséquence en fait de si je fais ce choix-là? Et de montrer que je n'ai aucune peur des procédures et que je n'ai aucune peur d'aller au tribunal administratif si ça doit en arriver là. Et je pense que quelque chose qui peut être rassurant pour nous, c'est que le tribunal administratif en général va en faveur en fait, des usagers, des citoyens, lorsque l'administration n'arrive pas à prouver par A plus B que la loi dit qu'ils doivent absolument faire telle ou telle chose. Donc en fait, l'administration a plus de raisons d'avoir peur du tribunal administratif que nous. Et moi, j'ai, dans plusieurs exemples, ça va être un peu long de les raconter, mais j'ai vu à quel point un DAZEN, une inspectrice, avait plutôt peur que ça finisse au tribunal administratif et que ça n'allait vraiment pas en leur faveur, que ce serait tellement de dépenses d'énergie et pour probablement un résultat défavorable, que la meilleure carte qu'ils ont à jouer, eux, c'est plutôt d'essayer de nous convaincre, d'essayer de nous ramener à des choses qu'ils connaissent mieux, de nous faire des exercices de grammaire et de maths, etc. à nos enfants et tout ça. Donc eux, c'est ça qu'ils ont en tête, d'essayer de nous faire peur quelque part, que notre pari il est trop risqué, et nous, on a un truc voilà, qui est cadré depuis longtemps, et faites un peu ce qu'on nous demande, mais en fait, ils n'ont pas de moyens vraiment légaux de nous l'imposer. Et donc, savoir dire non jusqu'au bout, et en dégageant vraiment cette posture qu'on n'a pas peur des procédures, on est prêt en fait à aller au tribunal et puis à voir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, aucun problème pour nous. Ça voudrait dire que dès lors qu'on met à disposition des ressources qui permettent d'acquérir les bases, les compétences, connaissances et culture du socle commun, on risque rien d'un point de vue de la pédagogie. Exactement. Et du coup, là, ce qui jouerait en notre faveur, si ça en arrive au tribunal, etc., c'est que c'est ce flou sur ce que signifie le droit à l'instruction. C'est ce flou-là, du coup, qui permet de lever les peurs de notre côté, quoi. C'est ça. Parce que même si on en arrive au tribunal, on a suffisamment d'arguments pour argumenter sur ce qu'on fait et sur en quoi on est dans notre droit en faisant ça. C'est ça. C'est impossible de prouver que quand tu as une école avec des ordis, une bibliothèque, des personnes qui ont tout un haut niveau d'éducation, qu'il y a toutes ces ressources à disposition des enfants, en gros, c'est à eux de nous prouver qu'il nous manque quelque chose comme ressources en fait. Et il y a nulle part un truc qui explique comment est-ce qu'on doit suivre les apprentissages, comment est-ce qu'on doit les évaluer, etc. Et nous, on a des réponses à toutes ces questions, qu'on connaît les enfants, on sait ce qu'ils font, on vit avec eux en fait. Et donc si on remplit Athéna, et pour moi c'est le minimum à faire pour créer un pont avec eux, Athéna en fait est notre preuve que on connaît les enfants, on sait ce qu'ils sont en train de faire, et on fait un exercice de traduction de voilà ce qu'ils sont en train de faire, ça répond à tel objectif. Et pour moi, ils ne peuvent rien demander de plus. C'est une évidence qu'ils ne peuvent pas demander des traces écrites précises, des évaluations autres que celles-là, etc., etc. Parce que moi, ils étaient mal à l'aise avec le fait que ce soit rétroactif finalement, qu'on voit qu'est-ce qui a été fait et du coup qu'est-ce qui a été appris, et que ce soit pas proactif, ça c'est pas appris, et du coup il faut mettre des choses en place pour ça, mais ils n'ont aucun droit de nous demander ça en fait. Ouais. Eh bien, on verra peut-être dans une autre vidéo une liste de mesures concrètes à réaliser pour se préparer à l'inspection. Merci. Armin, merci. Merci Victor. À la prochaine.